aujourd'hui, donc de 21 rue La Boétie, aux éditions Grasset. C'est vrai, Anne Sinclair, tout le monde s'attendait à un autre livre de votre part, un livre sur l'affaire qui a touché votre mari l'année dernière, et vous écrivez sur votre grand-père, marchand d'art au début du XXe siècle, qui a été non seulement l'intime de Picasso, mais aussi un peu visionnaire, on va en parler, puisqu'il a très très rapidement, dès la fin de la Première Guerre mondiale, décidé de laisser de côté les artistes du 19e pour faire découvrir des gens qui s'appelaient Léger, Braque, Matisse, Marie Laurencin et quelques autres. Vous dites aussi dans ce livre, me semble-t-il, vos vérités sur ce que doit être le rôle d'une femme auprès de son époux, sur New York, sur l'argent, sur les valeurs auxquelles vous croyez depuis toujours. Question simple, pourquoi un livre sur votre grand-père, Anne Sinclair, alors que tout le monde s'attendait à un livre sur autre chose? Est-ce que ça fait 2 ans que je l'ai commencé, que c'était mon projet à la fois de rendre hommage à un homme que j'avais peut-être mal connu, parce qu'il avait 11 ans quand il est mort, et que j'avais 11 ans quand il est mort, pardon, et aussi parce que c'était au fond une quête d'identité. Et vous disiez tout à l'heure qu'on ne se débarrasse pas de ce qu'on est et de tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous a fait. Or moi je voulais être journaliste, je voulais m'intéresser à la politique, et cette partie de la famille sur l'art, bien sûr, je la connaissais, je l'aimais beaucoup, je la révérais, mais c'était pas ma vie. Oui, vous dites même qu'elle vous ennuyait un petit peu, cette histoire familiale. Oui, parce que c'est toujours l'histoire que racontent les parents, et vous avez envie de vous affranchir, vous avez envie de faire votre propre vie, vous avez envie d'exister par vous-même, et ma vie, encore une fois, c'était autre chose. Et puis, il y a un incident qui a été au démarrage de ce livre, qui a donc 2 ans, et qui est terminé depuis plus de 6 mois. J'ai attendu un petit peu avant de le publier, mais il était terminé. Il y a un incident qui est à la fois un incident bureaucratique ordinaire, et qui pour moi a pris une autre dimension, qui était une sorte d'aberration politique. Voilà, je voudrais que vous le racontiez cet incident, parce que c'est aussi une indignation qui est à la base de ce livre. Peut-être que d'ailleurs, si vous n'aviez pas eu à faire cette démarche purement administrative, l'écriture aurait été tout à fait autre, non? Oui, on ne sait jamais, parce que, en effet, la mémoire et les souvenirs vous rattrapent, et on ne sait jamais comment. Là, en l'occurrence, il y a eu un déclic. J'ai voulu refaire ma carte d'identité parce qu'elle n'était pas à la bonne adresse, et alors qu'elle était bien sûr toujours valable, et puis un guichetier qui est visiblement maniait les symboles de manière un peu rapide, m'a demandé si mes 4 grands-parents étaient français, et j'ai trouvé la question violente, non pas tellement pour moi, parce que je savais que j'aurais pas beaucoup de mal à faire établir mon identité française, après tout, parce que je suis née en France de parents français, tout ça. Je suis née aux États-Unis, mais de parents français, mais parce que je trouve qu'il y a tant de gens qui ont du mal à prouver leur identité, leur francité, que j'ai trouvé que ce débat sur l'identité nationale qui a pris corps à ce moment-là, qui est toujours d'actualité, me semblait malsain dans une France pas en très bon état. Donc c'est une réponse aussi à la question: quelle est mon identité à moi, Anne Sinclair, aujourd'hui, et quelle est l'identité nationale d'un pays, la France, qui, à une époque, a accueilli des émigrés qui pouvaient venir d'Espagne et s'appeler Picasso, ou de Hongrie et s'appeler Rosenberg, ou d'autres qui font partie de votre famille. Oui, c'était une époque foisonnante. Moi, je raconte l'histoire de mon grand-père, qui était le fils de lui-même d'un marchand de grains qui avait fait faillite et qui avait voulu se reconvertir mettre toutes ses économies dans ce qu'il aimait, c'est-à-dire dans l'art contemporain. L'art contemporain, à l'époque, c'était les impressionnistes, et ça faisait hurler tout le monde. Mon grand-père, lui, a pris la suite et a essayé de promouvoir l'art moderne, et notamment Picasso, avec lequel il était très proche, Braque, Matisse, Léger, en essayant de dire, je vais essayer d'amener les gens, par la connaissance des impressionnistes, les amener à l'art moderne. Et je trouve que ça, c'était une vision qui était très intelligente, parce que c'était une façon de réintroduire les artistes dans une chaîne, comme des maillons dans une chaîne de l'art, et au fond de dire que l'art n'est pas par période dissocié, mais que c'est au fond une même histoire. Et c'est ça qu'il a essayé de montrer, y compris de façon assez visionnaire,
en allant aux États-Unis dès 1920 ou 1922 pour essayer à Kansas City, imaginez-vous à Kansas City, de montrer des Picasso et des Braque, ce qui quand même semblait d'une audace incroyable. Alors, il me semble quand même qu'il y a deux livres dans ce livre. L'un qui parle et qui trace le portrait de votre grand-père, on va en parler, et puis l'autre qui trace votre portrait, nous allons en parler aussi. Comment Paul Rosenberg a-t-il rencontré, découvert Picasso à une époque où assez peu pariaient sur Picasso? Oui, il y en avait. Candeller, avant lui, avait découvert Picasso plus tôt, au bateau Lavoir. Mon grand-père a connu Picasso en 1918, donc au lendemain de la guerre. Et s'est tout de suite enflammé pour le génie d'un homme qui était protéiforme, qui était, c'est vrai que c'est, mon grand-père disait que c'était probablement le plus grand artiste du XXe siècle, ce que je crois volontiers, mais sans doute au-delà, c'est un homme qui a eu la possibilité de se remettre en question en permanence. Et je crois que c'est ce qui a fasciné mon grand-père, qui à la fois a eu énormément d'admiration pour lui et une amitié extrêmement proche. Et alors attendez, parce que là-dessus, vous-même vous posez la question, quelle est la part d'amitié fraternelle entre votre grand-père et Picasso, et quelle est la part d'alliance professionnelle, c'est-à-dire Picasso qui disait, avec ses foucades que l'on connaît, le marchand, voilà l'ennemi, comment pouvait-il être ami de Paul Rosenberg? Je crois qu'il y a eu les deux. Il y a eu en effet une alliance professionnelle et je montre bien que dans un certain nombre de livres qui décrivent l'histoire de l'art, on comprend bien comment le marchand qui, déjà sous Rembrandt, déjà avec Ambroise Vollard, déjà avec Durand-Ruel et les impressionnistes, ont été un peu des impresarios de leurs artistes et les ont accompagnés. C'était pas une flambée spéculative à l'époque, c'était un accompagnement et en effet une amitié qui s'est scellée, en tout cas entre mon grand-père et Picasso, puisqu'ils habitaient, Paston Braque d'abord, puisqu'ils habitaient l'immeuble d'à côté, mon grand-père l'avait installé dans l'immeuble à côté de chez lui et il se voit. Picasso lui montrait les tableaux par la fenêtre de la cuisine. Donc c'était quelque chose à la fois de très proche, de très intime, de très amical, c'est des scènes qui sont très cocasses, d'imaginer Picasso montrant par la fenêtre de la cuisine les tableaux à son marchand qui est votre grand-père. Vous avez refusé que Picasso fasse votre portrait. Oui, j'avais 14 ans, j'étais une adolescente, j'allais traîner par mes parents faire la visite au grand peintre, vous savez, comme la visite au grand écrivain. Pas mal Picasso, écoutez. Oui, mais à 14 ans, ça ne me parlait pas tellement, et puis je me suis vue avec une image avec le nez au milieu de la figure, ou plus exactement excentré, les yeux déformés, et j'ai hurlé de terreur, et je suis partie dans le jardin. Je ne dis pas Guernicane, oui, exactement, j'ai eu peur de Guernicane, sans doute, et je ne suis pas sûre que Picasso l'aurait fait, mais c'était, voilà, c'était plus une histoire familiale. Pas seulement l'histoire de votre grand-père, c'est aussi l'histoire d'une adresse, d'un immeuble, le fameux 21 rue La Boétie, important puisqu'il achète cet immeuble, il crée sa propre galerie, il y expose des peintres nouveaux pour l'époque, et puis à partir de 1941, alors que votre grand-père a, dès le mois de l'été 40, réussi à quitter la France, il arrive en septembre 1940 à New York, dès l'année suivante, le 21 rue La Boétie, va devenir l'Institut d'études des questions juives pendant toute la guerre, et c'est pas tout. Bien plus tard, bien des années plus tard, ce sera l'immeuble des renseignements généraux. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses dans les caves du 21 rue La Boétie. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire l'exact parallèle entre l'IRG et l'Institut des questions juives. J'espère pour l'IRG que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, non, ce qui était très frappant, c'est que enfin, les Allemands, quand ils sont arrivés à Paris, 3 jours après, étaient à la galerie de mon grand-père, probablement pour déporter la famille, puisque mon grand-père était sur des listes noires parce qu'il avait refusé d'acheter ces œuvres absolument magnifiques que les Allemands bradaient comme étant de l'art dégénéré. Et donc il y avait des œuvres magnifiques sur le marché. Il avait monté une association de marchands européens disant on ne donnera pas un sou aux nazis. Donc il était menacé, il le savait, et il a fui avec sa femme, ma grand-mère et ma mère, à travers l'Espagne et le Portugal, vers les États-Unis pendant que son fils s'engageait à 19 ans dans les forces françaises libres et la 2e DB. Et donc, cette adresse a été réquisitionnée par les Allemands et affectée par la Gestapo à ce qui était le plus ignoble des organismes de propagande, qui n'était pas le commissariat aux affaires juives, qui déjà n'était pas brillant et qui dépendait de Vichy, mais là qui dépendait directement de la Gestapo.
transformation d'un lieu de bonheur en un lieu qui est le synonyme de l'oppression et du malheur, pardonnez-moi, mais quand on lit votre livre, et notamment la dernière page 292-293, on se dit qu'en réalité, il y a un parallèle très troublant entre le 21 rue La Boétie et New York, ville dans laquelle vous êtes né, où vous racontez avoir passé une enfance, je vous cite, enchanteresse, et puis cette confession, page 292, la ville même de New York qui me paraissait enchantée dans mon enfance est alors devenue pour moi et les miens synonyme de violence et d'injustice. Soudain, vous vous retrouvez prisonnière de New York. Quel regard portez-vous sur ce curieux parallèle? Franchement, il n'y a aucun parallèle. C'est incomparable. Ma famille a été très préservée pendant la guerre, qui a été une période effroyable et dramatique et de tragédie pour des millions de gens. Et je ne prétends pas que nous en ayons vraiment souffert. Mon grand-père a eu sa collection pillée, mais c'était des dommages matériels et il a eu la chance de sauver sa vie. Donc nous sommes des privilégiés, alors que d'autres ont vraiment souffert dans leur chair. L'épilogue est la seule chose que j'ai écrite depuis quelques mois, puisque le livre était terminé, et c'est un retour sur New York, qui était la ville de mon enfance, en effet, parce que c'était la ville où mes grands-parents me recevaient, où c'était en effet la neige, Noël et l'Amérique. Enfin, pardonnez-moi, mais c'était peut-être un peu moins idyllique l'année dernière, New York. Certes. Certes. Mais bon, vous savez que les souvenirs s'empilent et font finalement de vous un personnage et une identité. L'un n'efface pas l'autre et New York reste un très beau souvenir, même si j'ai vécu quelques mois désagréables. Mais on ne peut pas comparer la tragédie qui a frappé la France avec voilà, des histoires personnelles. Évidemment, mais je reviens quand même. Oui, bien sûr. Roberto Saviano, vous, ce sentiment d'être prisonnier, de se sentir prisonnier tout à coup dans un endroit